Alors, bonjour à tous, vous êtes sur We Have a Dream. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Galahad. Merci Galahad d'avoir accepté d'être interviewé. Alors Galahad va nous raconter un petit peu son parcours de vie et comment la spiritualité lui a permis de surmonter, de traverser les épreuves de la vie. Voilà. Bonjour. Euh, Moi, mon parcours, si on peut dire, ça a été le parcours d'un jeune de 15-16 ans qui est mal dans sa peau, qui prend de la drogue, qui fait tout pour s'échapper. Et, mais voilà, à qui on n'a pas appris à être heureux d'une certaine manière, quoi. J'étais à l'école, depuis un moment déjà, je sentais que j'étais pas à ma place, que l'enseignement que je cherchais, c'était pas celui-là. Et, et puis voilà, j'étais beaucoup déconnecté, quoi, beaucoup dans l'air, beaucoup dans les rêves, je savais pas quoi faire sur Terre. Euh, et du coup, à un moment, je crois que vraiment j'ai décidé, quoi. Je me suis dit, bon, je critique beaucoup mes profs, je critique beaucoup mes parents, je leur en veux beaucoup de ce qu'ils ont fait. Et je me dis, bon, maintenant, j'ai 17, 18 ans, je commence à rentrer dans la vie d'adulte. Et qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux faire, quoi? Pour moi, c'était vraiment ça. Le déclic, c'était, et moi? Et moi, j'en suis où? Et moi, qu'est-ce que je fais? Et donc, j'ai rencontré les arts martiaux. Ça a été beaucoup des rencontres, quoi. J'ai rencontré un maître en karaté. Et il m'a beaucoup enseigné. Et puis j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans après ça, qui était menuisier, charpentier, on fabriquait des aires de jeu pour enfants. Donc ça a été vraiment le début de ma vie d'adulte, quoi. Apprendre à travailler, à faire quelque chose de mes mains, à m'ancrer, à être présent à ce que je fais. C'était beaucoup ça, quoi. Il me disait beaucoup, présent. Quand je ratais quelque chose, il me disait, et la présence, où es-tu, quoi? La caméra dans les yeux, en quelque sorte. Donc, euh, donc voilà, ouais, j'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'avais quand même l'appel des autres cultures, du voyage, d'aller voir ailleurs qu'en France. Donc j'ai voyagé un petit peu. C'est pendant ce temps-là que je suis passé aussi quelques mois au village des Pruniers. J'ai pu rencontrer l'enseignement. Hmm. Après, je suis revenu en France et j'ai eu un accident. C'est aussi pour ça qu'on en vient à discuter maintenant, il me semble. Et donc j'étais grimpeur, j'ai fait une chute. Je suis tombé, je me suis abîmé la moelle épinière, ce qui fait que j'ai plus ou très peu l'usage de mes jambes pour l'instant. Et donc ça a été, ah, ça a été un choc, pour le dire, ça a été un choc. Et ça a été un apprentissage aussi, quoi, de, de chute, et donc de se relever pas à pas. Et, et oui, j'ai beaucoup tiré d'apprentissage de tout ça, quoi. Enfin, j'en tire au quotidien. Mhm. Et, et donc, face à cette expérience de perdre l'usage de tes jambes et d'être fauché par la vie, quoi. Euh, est-ce que tu peux dire que tu as trouvé une ressource dans la spiritualité et comment du coup? Parce que c'est vrai que quand on est face à une telle épreuve, c'est là que les outils qu'on cultive, ça devient un peu notre bouée, quoi. On s'accroche à ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment les étapes que tu as traversées et comment tu as réussi peut-être parfois à trouver le déclic pour réussir à rester ouvert à la vie et à prendre les choses, à avancer, quoi. Ouais. Oui, merci de poser la question, parce que ça me fait résonner aussi certaines choses, ça m'aide à pouvoir le partager. Je me rappelle, c'est une histoire que j'avais racontée, je me rappelle avoir pris quelqu'un en stop quand j'avais 19 ans à peu près, donc j'étais déjà dans le bouddhisme, dans l'enseignement, de la présence, de faire avec ce qu'on a, d'aimer, de respecter, et d'avoir la gratitude de ce qu'on a. Et j'avais pris une personne en stop qui était assez âgée et qui avait eu un accident, qui était passé sous un tracteur, je crois. Enfin, il s'est vraiment assis, il était triste et il m'a raconté comment il aimait faire du vélo, comment il ne pouvait plus en faire. Et je me rappelle avoir eu cette réflexion de me dire waouh, et si à moi ça m'est arrivé, est-ce que j'aurais la force de rebondir? Qu'est-ce que je ferais dans sa situation? Et je m'en suis rappelé quelques mois peut-être après l'accident, de me dire waouh, c'est à moi de faire ce chemin-là avec les outils que j'ai. Et
bah, c'est vrai que, comme tu dis, on se fait d'une certaine manière faucher. Moi, j'ai eu ce sentiment de me faire faucher, de me dire waouh, tout ce que j'aimais faire, la menuiserie, le sport, bah, je peux encore en faire, mais à ce moment-là, on se dit pas ça, on se dit juste waouh, je peux plus rien faire, quoi, ma vie elle est foutue. Et, euh, et en fait, on relativise super vite. Parce que moi, déjà, je suis rentré en centre de rééducation, donc j'ai vu des gens qui étaient beaucoup plus touchés que moi, qui avaient eu des accidents beaucoup plus graves. Donc tout de suite, on se rattache à ce qu'on a et à la chance qu'on a ben, d'avoir peut-être une partie du corps qui fonctionne un petit peu plus que quelqu'un. Enfin, bien sûr, on se compare, mais c'est ça aussi qui fait avoir la gratitude. Enfin, pour moi, ça m'a fait avoir la gratitude. De me dire, waouh, en fait, j'ai encore tout ça. Ouais. Donc déjà, quand on voit que quelqu'un, par exemple, il nous demande de nous passer le sel et qu'en fait on lui tend par réflexe et qu'on voit qu'il peut pas l'attraper, on se dit waouh, en fait j'ai mes deux bras, j'ai tout le haut de mon corps qui fonctionne super bien. Waouh, en fait j'ai encore toute la vie devant moi, je peux faire plein de choses, quoi. Donc à partir de là, le chemin d'acceptation il commence, quoi. Et ouais, pour moi ça a été un des plus grands enseignements. Juste de voir ce que j'ai, d'avoir la gratitude pour ce que j'ai. Et pas pour ce que j'ai pas, parce qu'on peut faire des listes, même n'importe qui peut faire des listes immenses de ce qu'il a pas, quoi. C'est sûr. Mais Quand on avait discuté un petit peu tous les deux de façon informelle, tu m'avais parlé de la faille, de l'importance pour toi de traverser des failles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? ouais, c'est une très belle symbolique pour moi. Ben, un peu comme la décision que j'ai pu prendre à mes 17-18 ans, de prendre la responsabilité de ma vie, d'être heureux. Et je dirais que déjà j'ai eu la chance dans mon accident d'être responsable de mon accident. Ça a été une inattention de ma part, j'ai chuté et je prends la responsabilité. J'ai attaqué personne en justice pour ça. Voilà, j'ai accepté la responsabilité de mon accident, de me dire c'est ma faute, entre guillemets. Et, et donc, moi, la phrase qui me vient et qui m'aide, c'est vraiment que c'est pas ce qui nous arrive qui définit notre vie, mais c'est vraiment ce qu'on en fait, quoi. La responsabilité qu'on prend par rapport à ce que la vie peut nous offrir. Et, euh, et à partir de là, moi, j'en ai fait vraiment quelque chose de cet accident. Ça a été et je me suis créé à partir de ça ma propre symbolique et mon propre chemin d'initiation. Et, et donc le fait d'être brisé, d'être cassé, d'être ouvert, moi j'y ai vraiment attaché une symbolique d'ouverture. Comment dire, mon corps a créé lui-même une féminité pour laisser sortir toute la souffrance qu'il pouvait y avoir. Laisser entrer voilà. Bah, en fait, pour être plus concret, par exemple, moi je souffrais depuis des années. Je souffrais, j'étais malheureux de ce qui avait pu se passer avec mes parents, j'étais malheureux de la vie, de la souffrance qu'on peut éprouver comme n'importe quel être humain, quoi. Et, mais le fait d'être en bonne santé et de me dire, en fait, j'ai tout dans ma vie pour aller bien, je me forçais à aller bien. Je me forçais à montrer que j'étais heureux, à donner en permanence le change et le masque du sourire, de la joie, quand au fond de moi, je l'étais pas, je la ressentais pas. Et le fait d'être brisé à l'extérieur, que d'être abîmé physiquement, mes os ils étaient cassés, j'étais en fauteuil, ça se voyait que j'étais mal. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu accepter que aussi dedans ça allait mal et donc de le montrer aussi, de laisser tomber le masque en fait, de me dire voilà, là je vais vraiment mal et C'est comme si ça avait révélé un état qui était déjà là à l'intérieur, en fin de compte, un état de... bah, moi je crois que tout ce qui nous arrive, ça nous arrive pas par hasard et quand on manifeste des choses, que ça soit des os cassés ou des maladies ou des choses, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui veut s'exprimer. Donc même si bien des fois je me dis waouh, l'enseignement il est difficile, je sais que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Et du coup, tu as découvert tout un monde aussi, donc le monde du handicap, par rapport au centre de rééducation, par rapport à toutes les... Qu'est-ce que tu peux témoigner de ça, en fait, d'avoir... Parce que c'est un monde qui n'est pas forcément connu, enfin on le connaît de l'extérieur comme ça, mais c'est autre chose de le traverser. Ça fait partie de toutes les... Comment dire? Ça fait partie de toutes des inégalités qu'il y a dans le monde. Et qu'on est plus ou moins confronté en tant que personne. Moi je sais qu'avant l'accident, je connaissais rien en handicap, quoi. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient sur des chaises qui roulent. Mais alors j'avais vaguement entendu parler de Moelle Épinière, mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que ça représentait. Et donc on parle de racisme, on parle d'exclusion, d'inégalité des hommes par rapport aux femmes.
Il y a toutes ces inégalités qui sont présentes, des adultes par rapport aux enfants, des valides par rapport aux handicapés. Et c'est vrai que moi j'ai été confronté du coup à cette inégalité-là. Je sais pas trop quoi en dire. C'est sûr qu'il y a des gens qui militent, qui passent beaucoup d'énergie là-dedans. Moi, c'est vrai que je priorise ma guérison personnelle, même si des fois elle passe par exprimer des choses. Quand je suis blessé par un geste de quelqu'un, j'essaie au plus possible de l'exprimer. Après, moi j'ai la chance de vivre dans une ville qui est assez adaptée. Parce que tu sais, quand on a parlé, tu m'as parlé de groupes de parole pour soutenir en fait les gens qui ont vécu ces traumatismes-là. Tu vois, comme tu avais soulevé le fait que finalement l'aide psychologique, elle n'était pas assez adaptée, elle n'était pas assez forte peut-être. C'est vrai que moi j'ai eu cette idée-là de créer des cercles de parole dans des centres de rééducation ou dans des associations qui prennent en charge tout le passage justement du centre de rééducation au retour à la vie normale entre guillemets. Parce que c'est vrai que c'est difficile. Et c'est un processus qui prend plus ou moins longtemps pour tout le monde d'accepter le choc et d'accepter le changement. Et donc ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment important qu'il y a certaines personnes dans les centres de rééducation, les kinés, les médecins qui prennent en charge vraiment la réhabilitation physique. Et moi je trouvais que l'accompagnement psychologique il était présent mais peut-être pas assez. Et je trouvais qu'entre nous, dans des partages informels, on avait beaucoup de choses à s'apprendre les uns les autres. Toutes les personnes que je veux dire qui ont eu des accidents de la vie, qui ont eu des chocs comme ça, de voir ce qu'ils en font, le sens qu'ils y mettent, encore une fois, comment ils se relèvent, et puis même tous les petits outils pratiques au quotidien auxquels on n'a pas pensé et que des fois c'est une révélation. C'est dire ah mais ça en fait je peux le faire comme ça, ah mais waouh, des heures de gagner. Et donc j'avais vraiment à cœur de créer ça, des espaces où des gens qui ont vécu la même chose peuvent se retrouver et parler et partager la vivance interne qui est parfois très, très difficile, quoi. En fait, tout simplement faire parler tous les gens qui sont sur le même bateau, on va dire, en termes d'épreuves. C'est vrai que c'est simple, mais c'est absolument nécessaire. Et donc tu nous disais que l'épreuve, que le handicap, tu l'avais vécu aussi comme un symbole, comme une initiation. Alors tu nous as parlé de la gratitude, quelque chose qu'on apprend, que tu as appris, c'est de la gratitude. Est-ce que tu peux nous élaborer un peu plus sur qu'est-ce qu'on apprend, à travers cette épreuve, qu'est-ce que ça t'apprend comme initiation, qu'est-ce que ça te donne? Moi je peux parler voilà, que de ma propre expérience, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait cette notion de gratitude. J'ai beaucoup appris au rapport à l'aide, déjà, le rapport avec les autres, à la communication. Le rapport à l'aide, il est toujours difficile. Parce que d'une certaine manière, moi j'ai envie de faire tout comme tout le monde. J'ai envie d'aider le plus possible. Et j'aime pas me faire aider. En fait, j'avais toujours beaucoup de mal à demander de l'aide. À dire excuse-moi, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Quand vraiment j'étais dans l'incapacité de le faire ou me faire porter pour monter des escaliers quand c'était vraiment nécessaire. Et donc il y a vraiment il y a vraiment une relation qui s'instaure là-dedans. Et souvent je vois que en fait quand on accepte de se faire aider et qu'on demande sincèrement de l'aide, souvent on donne vraiment quelque chose à quelqu'un. Il y a aussi un cadeau d'accepter sa vulnérabilité et de dire s'il te plaît aide-moi. Et je vois que souvent les personnes qui peuvent prendre un temps pour aider quelqu'un de cette manière-là en étant à l'écoute et tout ça, il y a vraiment une relation qui s'installe et il y a les deux qui tirent un bénéfice de ça. Ouais. Et puis il y a ça. Bon, c'est des réflexions comme ça, hein. Après il y a beaucoup la notion de vulnérabilité très présente forcément. Moi voilà, d'accepter mes limites, quoi, d'accepter que ça je peux pas le faire ou que je peux le faire autrement ou que ça va probablement prendre plus de temps qu'avant, parce qu'en fait il y a toujours cette comparaison où l'énergie que je vais passer à faire une certaine chose quand quelqu'un va y passer beaucoup moins d'énergie. Et donc tout ça, moi ça me ramène toujours à ma vulnérabilité, de me dire non, enfin t'es pas comme tout le monde, donc écoute-toi, respecte-toi et fais-le à ton rythme. Ou fais-le différemment, ou ne le fais pas, tout simplement.
Et ça, c'était dur. C'était très dur pour moi de, de m'écouter, de me respecter. Enfin, c'est vraiment un retour à l'ancrage, à la terre, quoi. Moi qui étais très envolé, qui grimpais dans les montagnes, dans les cailloux, le fait de retourner au sol symboliquement, de faire une chute, ça m'a vraiment appris ça, quoi. De respecter mes propres rythmes, d'être ancré, de faire une chose après l'autre. C'est des petites choses toutes bêtes. Donc en ce moment, Galad, depuis 4 mois, tu fais un appel de financement participatif parce qu'il existe au Panama, c'est ça, un programme de soins. Est-ce que tu peux nous parler de ce financement participatif? Est-ce que tu fais un appel à dons? Il y aura d'ailleurs en dessous de la vidéo, au niveau de la description et dans un commentaire, dans le premier commentaire en dessous de la vidéo, il y aura un lien si jamais vous voulez donner une aide pour ce programme. Voilà, qui te permettrait de récupérer une partie de tes facultés. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Bah écoute, merci Simon de mettre ça en avant, ouais, merci pour ça. Ouais, donc je suis encore dans le chemin de la guérison, quoi. Ça fait 2 ans. Après, je fais mon possible au quotidien pour récupérer le plus de facultés possible. Et puis il y a ce fameux traitement au Panama. Enfin, moi j'ai choisi le Panama parce que c'était une clinique qu'on m'a conseillée, qui je sais qu'il le fait en ce moment. Après, il y a plein d'autres cliniques qui font ça. Mais c'est un traitement de cellules souches, donc d'injection de cellules mères. On appelle ça des cellules souches, des cellules mères. Les cellules qui sont pas encore spécifiques et donc qui peuvent aider la moelle épinière à se réparer. On en a dans plusieurs endroits dans notre corps et on peut en extraire pour en réinjecter dans les endroits qui ont été blessés, quoi. Donc, oui, j'ai fait un appel aux dons pour ça parce que c'est très cher niveau financement. Donc, voilà, c'est tout. Ouais, ouais, c'est en cours. Je vais avoir une date là très bientôt et j'espère pouvoir y aller le plus vite possible cet hiver sûrement. Donc, voilà, ouais, si quelqu'un a le cœur à donner quelques euros pour ça, vraiment, ouais, merci. Ouais. Sachant que ça serait très concret, ça te permettrait de récupérer certaines fonctions qui sont vraiment importantes au quotidien. T'en parlais. Ouais, ouais, bah, c'est toujours pareil en fait, entre ne pas marcher et marcher, il y a un très grand écart Ouais. qu'on ne se rend pas forcément compte. Mais se tenir debout, pouvoir aller aux toilettes normalement, enfin, il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais récupérer parce que chaque moelle épinière est unique et chaque lésion est unique. Donc en fonction du traitement et de mon état d'esprit aussi, moi j'y vais avec le meilleur état d'esprit possible. Et on va voir on va voir ce qui va se passer, mais ça va être bien sûr très aléatoire. Mm. Donc je vous invite à cliquer sur le lien sous la vidéo ou sur le commentaire sous la vidéo aussi voilà, pour donner un don pour aider Galad. Voilà, une question aussi qui me viendrait, ce serait, je n'ai pas vécu ce traumatisme-là, j'en ai vécu d'autres, mais j'imagine qu'on traverse des phases qui se ressemblent, notamment dans les premiers temps une phase de refus qui peut être importante. Pour moi, quelque chose qui serait important de partager, ce serait pour les gens qui vivent ce traumatisme-là ou un traumatisme similaire, je pense que la sensation d'être diminué physiquement, ou c'est quelque chose d'assez universel, tu vois, ou humilié d'une façon ou d'une autre, parce que comme tu dis, tu vois, il y a la chute, on retombe à la terre, donc il y a quelque chose de, de l'humiliation, mais dans le sens littéral, quoi, on se retrouve à terre. Est-ce que tu peux voilà, partager ce qui peut-être pour toi les outils te permettent de traverser ces phases de refus et de te réouvrir à la vie quand ça se ferme. Voilà, est-ce que tu peux, alors soit pour les gens qui le vivent, soit pour les gens aussi qui sont proches de gens qui le vivent, comment traverser ces phases-là? Ouais, c'est une bonne question, et à la fois c'est une question difficile. C'est vrai que moi, dans la phase de l'accident et justement du refus, j'avais beaucoup de honte en fait. J'avais beaucoup de honte à être tombé là où plusieurs personnes n'étaient pas tombées. Et donc il y avait beaucoup la comparaison. Et ça en revient pour moi à se respecter beaucoup dans notre unicité, dans notre rythme. Et donc vraiment dans le refus, ouais, la fermeture. Ouais, bah, je vais répéter, hein, mais c'est vrai qu'il y a la gratitude pour moi qui est très présente. Mais, enfin, je sais pas, c'est des mots comme ça.
Après, en pratique, pour moi, ça veut dire voilà, vraiment accueillir. Enfin, quand il y a de la tristesse, quand il y a de la résistance, quoi. C'est ça qui me fait souffrir, moi. C'est la résistance, c'est d'être triste, d'être en colère, d'être en colère. Et je crois que si j'accepte vraiment d'avoir des phases où je suis mal, parce qu'il y en a, hein, vraiment, on en avait parlé de façon informelle, et c'est vrai quand quand les gens font des compliments, des fois on se dit ah mais tu sais pas, tu me vois pas devant Netflix pendant un mois quand je peux pas bouger de chez moi parce que j'ai tel problème et que je suis mal. Et, et ben de pas m'en vouloir pour ça en fait, de pas en rajouter encore par la culpabilité, par la colère de ne pas pouvoir faire ce que je dois faire, de me sentir jugé par moi-même et par les autres, d'être faible, et beaucoup ça. Donc pour moi c'est vraiment de retourner à l'acceptation, de dire ok, j'en suis là et je fais au mieux avec ce que j'ai. Et petit à petit, de mettre des petites actions en place. De me dire tiens aujourd'hui, si je suis déprimé, je vais me lever un peu plus tôt. Tiens aujourd'hui, si je suis énervé, bah, je vais essayer de passer un peu de temps, d'avoir un peu de temps pour moi, ou d'un peu plus respecter mon espace, de peut-être pas faire quelque chose que j'avais prévu de faire. Voilà, moi j'ai pas d'outils où vraiment c'est des petits pas, j'essaie de poser des actions dans la matière, quoi. Petit à petit, petit à petit. Ouais, moi j'ai aussi ce problème avec Netflix. Je déprime des fois devant Netflix. Hmm. Je retiens le conseil de la gratitude, en tout cas, de travailler plus la gratitude. Et puis d'exprimer, quoi. Parce que c'est vrai, quand je parlais de colère, je sentais la colère qui montait, et après je disais ouais, l'acceptation. Mais c'est vrai que des fois, pour moi, l'acceptation, enfin, pendant toute une phase, c'était l'acceptation de la colère, c'était prendre mon matelas, le mettre contre le mur et taper, quoi. Et vraiment exprimer de la colère, quoi. Jusqu'à ce que je sens qu'elle avait pu avoir sa place et que je pouvais revenir à peut-être quelque chose de plus calme. Ouais. Merci Gadad pour ce partage. Voilà, donc je te souhaite voilà, toute la réussite possible pour ta levée de fonds. Merci. Voilà, donc encore une fois, si vous voulez donner même une petite aide, hein, même 10 euros, même 2 euros, voilà, ça peut permettre, voilà, très concrètement, ça peut permettre de faciliter le quotidien de quelqu'un. Donc voilà, quelqu'un qui est devant nous. Donc voilà, merci beaucoup pour ta sincérité.